Nous reprenons donc cette journée, puisque ce matin nous avons travaillé en écoutant des interventions des équipes, enfants, adultes et hôpitaux de jour. Et donc nous poursuivons cet après-midi avec une conférence suivie d'un débat, la conférence de Louise Iskovic. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas entendu, qu'il est psychiatre, psychanalyste, membre fondateur de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, enseignant au collège de clinique psychanalytique de Paris, qu'il a publié plusieurs livres, et le tout dernier qui est sorti en novembre s'intitule « La clinique du cas en psychanalyse ». Voilà. Bien. Avant tout, je vous remercie de cette invitation pour parler ici à l'hôpital. Vu mon parcours, si on peut dire comme ça, qui a été tout le temps marqué par mon rapport à la psychiatrie, je refuse jamais une invitation en psychiatrie. Donc, je suis content d'être venu avec vous, une équipe qui s'est constituée. Je ne vais pas nommer chacun, sans doute ça se dira à la fin, dans les remerciements. M'a gentiment invité et j'ai accepté tout de suite. J'ai donné comme titre pour mon intervention une clinique pas comme les autres, qui, comme vous le savez, c'est une légère variante de ce que Lacan lui-même a dit de la clinique analytique quand il a formulé dans le texte variante de la cure type, texte des écrits, la psychanalyse, une thérapeutique pas comme les autres, qui met l'accent sur le fait que la psychanalyse est une thérapeutique. Donc, clinique et en psychiatrie, une folie, ça a été le thème de la journée. Avec ce titre, le centre hospitalier Ariège-Couserans a décidé de mettre à l'étude, lors de cette journée de travail dans son pôle de psychiatrie, l'actualité de notre clinique avec des patients dont les souffrances diverses les ont conduits à se confronter à ce qui n'était pas dans le programme, ce qui était inespéré pour eux de rencontrer un jour, l'offre des soins en psychiatrie. Il s'agit donc dans cette journée d'un fait qui concerne tous ceux, sans exception, qui sont amenés à répondre au discours dont témoignent ces patients. Cela inclut les psychiatres, psychologues, infirmières, assistantes sociales, ergothérapeutes. La liste n'est pas exhaustive, mais aussi ceux qui, en tant qu'administrateurs de la santé, sont convoqués à travailler dans un service public en psychiatrie. Le thème, indiqué dans le titre sous forme de questions, donne un aperçu du constat que quotidiennement on peut faire sur l'état de la réponse qu'on donne à ces patients. Pourtant, les différents acteurs de la santé n'ont pas le désir de faire de cette journée un inventaire des plaintes. On l'a vu ce matin, loin de là. Elle n'a pas été centrée concernant, par exemple, les manques des moyens pour mener l'action. Plutôt, ils ont parti d'un désir orienté pour un certain nombre par la psychanalyse. Et Lacan a évoqué, pour le psychanalyste, ce qu'il avait formulé, le désir averti. C'est un désir averti sur le pouvoir de la parole, sur les effets du transfert, pour mettre en évidence qu'une autre clinique est aujourd'hui possible dans le milieu hospitalier. Elle ne néglige pas les avancées scientifiques, mais les accompagne, gardant une place à ce que pour chacun échappe
à la prise générale. Autrement dit, il s'agit d'inventer les modalités de faire face à ce qui semble impossible pour ceux qui éprouvent la liberté d'entrer ou pas dans une norme. Un terme de ce matin qui m'a intéressé, c'est le terme de bricolage. Et oui, on bricole. Plus largement, bien que l'hôpital ne soit pas les lieux de leur pratique, des cliniciens qui se réfèrent à la psychanalyse, de Freud à Lacan, tentent de démontrer comment les concepts sur lesquels la psychanalyse s'effondre et l'expérience accumulée sur des décennies par son exercice la place, la psychanalyse, comme un outil indispensable pour l'élaboration de notre travail, l'élucidation de notre action et finalement ce qu'on peut espérer d'une thérapeutique, qui n'est pas comme les autres, mais qui touche le cœur de ce qui fait la souffrance de chaque être humain. En d'autres termes, on peut dire que cette journée s'est placée, et j'espère contribuer, sur une double orientation, l'éthique de soins et l'efficacité. Avant tout, disons, il n'y a pas de psychanalyse à l'hôpital. Personne ne peut avoir cette prétention. Ce dont il s'agit, c'est des rapports entre psychiatrie et psychanalyse. Et souligner avant tout ce que la psychanalyse peut apporter à la psychiatrie. Ok. Déjà, Freud posait que la clinique psychiatrique est à l'anatomie, c'est que la clinique analytique est à l'histologie. C'est une métaphore, mais très parlante. Dans un cas, on s'intéresse à la macroscopie, l'anatomie, l'effet massif. Dans l'autre cas, l'histologie, on s'intéresse à la cellule, à la microscopie. Ça, c'est la psychanalyse. Il faut noter que Lacan utilise une autre formulation qui est en affinité avec celle de Freud. Quand, par rapport au délire, il pose que le délire est un phénomène élémentaire, étant donné que le délire a la même structure que ce que la psychiatrie a désigné comme le phénomène élémentaire, et à ces propos, Lacan, il utilise une métaphore qui est celle de la feuille et la plante, au sens que les nervures d'une feuille reprennent les formes qu'on trouve dans toute la plante. Autrement dit, si on est minutieux, il suffit de voir une seule feuille pour connaître toute la plante. La feuille possède en effet les traits des structures de la plante à laquelle elle se rapporte. Et Lacan utilise cette métaphore à la fois pour la psychose et pour la névrose. Pour la psychose, il emprunte cette formulation à la psychiatrie. C'est ce qu'il emprunte à la psychiatrie, c'est la notion, comme j'ai dit, des phénomènes élémentaires. Et puis, il se réfère à cette notion de phénomène élémentaire avec la métaphore de la feuille et la plante. Et il l'utilise également par rapport à la névrose à partir du rêve. On pourrait dire la chose suivante: le phénomène élémentaire est à la psychose ce que le rêve est à la névrose. Dans la psychiatrie, on fait usage de la notion de phénomène élémentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le délire réduit
au point où on isole le noyau, les éléments primaires, initiaux, autour desquels se développent les ramifications. En fait, c'est la thèse de Lacan, ces phénomènes ne sont pas plus élémentaires que ce qui est sous-jacent à l'ensemble de la construction d'un délire. Donc, l'idée est que si on examine une feuille et on examine les détails, là, on peut percevoir les phénomènes élémentaires, la façon dont vont s'insérer les nervures qui vont avoir quelque chose de commun avec toute la plante qui compose la totalité. Autrement dit, il y a une dimension d'analogie entre ce qui s'est produit microscopiquement au niveau d'une plante, ce qui se passe dans les phénomènes initiaux de la psychose et dans les détails d'une structure clinique. Donc, nous sommes là au niveau d'une clinique passée sous le microscope, où un détail dans un récit, un indice, un trait permet de dévoiler l'ensemble. Ce matin, il a été question d'un sujet où ça a été très bien décrit le cas, mais une phrase du sujet, quand il dit « si je mange, je disparais », ça éclaire l'ensemble. Pour les spécialistes de la peinture, il leur suffit parfois d'un trait de pinceau pour savoir quel est le peintre. C'est ce que veut dire la structure en psychanalyse. De même qu'un phénomène élémentaire est équivalent à un délire déployé, le rêve d'une hystérique est capable de démontrer l'ensemble de l'hystérie. C'est une thèse que Lacan extrait de Freud. Je ne la développe pas, mais c'est une évidence. L'idée, c'est que Lacan rattache une formation de l'inconscient, le rêve, à la névrose, et il affirme que l'ensemble de la névrose se présente également comme la façon minuscule où peut se manifester un rêve. Donc, là, c'est une dimension clinique fondamentale que la psychanalyse apporte à la psychiatrie, à savoir l'étude des détails. La notion d'élémentaire est là à ne pas prendre autrement que pour une notion directe d'utilité, c'est-à-dire d'une structure différenciée, irréductible à autre chose qu'elle-même. C'est ça qui définit une structure. L'autre dimension clinique fondamentale concerne le délire. Pour Lacan, un délire, c'est un discours, c'est-à-dire qu'il comporte une articulation langagière. Comme je disais, le phénomène élémentaire a une structure qui est celle du langage, exactement comme le délire. Il y a entre les deux une communauté des structures. Donc, tous les deux, le phénomène élémentaire, les phénomènes des débuts d'une psychose, la psychose, le délire déployé, tous les deux sont structurés comme un langage. Maintenant, il y a une autre dimension à tenir compte, c'est ce que Lacan appelle les moments féconds. C'est une notion intéressante, puisqu'il a utilisé Lacan pour parler des poussées d'un délire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un sujet
même s'il semble stabilisé, il accouche d'un nouvel épisode délirant. Et alors qu'il y a un moment de calme, il y a quelque chose qui fait une poussée. Cette poussée, c'est analogue à la répétition de phénomènes élémentaires. Donc, quand on dit qu'il s'agit de phénomènes articulés, c'est une façon de dire que on ne peut pas les considérer autrement que par leur rapport au langage. Lacan l'a dit très clairement. Dans la psychose, le sujet, avec ces phénomènes élémentaires, il s'identifie. Il s'identifie, c'est-à-dire le sujet, il identifie son moi avec lequel il parle. Autrement dit, il ne le perçoit pas comme un symptôme. Le sujet, il est le phénomène élémentaire. Et puis, il y a ce qui se déploie, ce qui donne une richesse à ces phénomènes initiaux, qui permet de comprendre pourquoi Freud a parlé du délire comme étant une tentative de guérison. Le délire comme tentative de guérison est parfaitement expliqué avec l'idée de Lacan que le délire, c'est un deuxième signifiant qui vient expliquer le premier. Le premier étant un phénomène énigmatique, et il lui faut au sujet faire un travail d'élaboration pour expliquer l'énigme du départ. Donc, ce travail d'explication requiert un rapport au savoir. Maintenant, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qu'on entend par folie ? L'idée de la folie, c'est l'idée qu'il y a une dimension qui est hors du symbolique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans son texte de 1937, Freud, quand il parle de l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, il dit que chaque personne normale, on va mettre normal entre guillemets, c'est une notion que Lacan n'utilise pas, personne normale. Freud dit pour chaque personne normale, son ego, son moi, se rapproche de celui du psychotique dans telle ou telle partie, dans une plus ou moins grande mesure. Autrement dit, il y a une part de folie qui habite chacun. C'est ça l'idée. Donc, la folie, c'est exactement ce qui, pour chacun, n'est pas résorbé par le symbolique. Maintenant, le travail d'élaboration que chacun fait pour s'expliquer ce qui pour lui-même est inconnu a quelque part quelque chose à voir avec un délire, parce que c'est le travail de chacun. Qu'est-ce qui prouve que c'est juste ? Ça permet de définir le délire comme étant, là je m'approche d'un terme un peu plus compliqué pour ceux qui ne sont pas initiés à la lecture de Lacan, le délire, il peut être défini comme un chiffrage des jouissances. Le chiffrage des jouissances, qu'est-ce que c'est ? La jouissance, on peut la définir, la mettre en évidence dans la psychose avec l'idée qu'il y a une dimension d'excès. Ça, c'est incontestable. Il y a quelque chose qui excède. Et le délire, quand on dit chiffrage, c'est une façon de coincer, réduire, attraper cette dimension d'excès.
le voit très clairement quand il y a un délire qui aboutit à une stabilisation de quelqu'un. Il a fait une construction qui permet de réduire en partie ce qu'il excède. Maintenant, parler de l'idée qu'il y a un excès, ça permet de désigner ce que la psychiatrie a évoqué en termes de perplexité, comme phénomène initial de la psychose. Qu'est-ce que c'est la perplexité? C'est-à-dire, c'est une expérience bizarre que le sujet il ne comprend pas, quelque chose lui fait signe, il ne peut pas expliquer, et c'est à partir de là, il lui faut mobiliser des mots pour expliquer. Donc, là, ça nous donne l'idée que ce moment de perplexité est un moment où il y a quelque chose qui fait signe, qui est un signifiant premier. L'élaboration délirante, c'est le signifiant deuxième, second, disons-le. Et puis, il y a cette citation de Lacan intéressante en 66, quand il revient sur le cas aimé qui a fait l'objet de sa thèse de psychiatrie, sa thèse de médecine, quand il pose que le délire est un paravent. Le délire est un paravent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ce cas, le délire n'avait pas comme fonction, dans le cas de la patiente, son cas aimé, le délire n'avait pas comme fonction nommée un phénomène énigmatique, mais le délire paravent, ça veut dire que c'est ce qui l'a protégé du passage à l'acte. La preuve, c'est que une fois que la patiente a fait une agression à l'égard d'un personnage éminente de son histoire, ça a eu pour effet de faire tomber le délire. Pourquoi? Parce que là, le délire n'avait plus sa fonction de paravent. Il l'a protégé pendant un certain temps, et puis l'a protégé de passer à l'acte. Mais une fois que le passage à l'acte s'est produit, le délire n'avait plus sa fonction. Donc, il est important de se poser ce type de questions par rapport au délire quand en tant que clinicien, nous avons l'idée, nous nous interrogeons sur la nécessité ou pas d'éteindre un délire, de l'aménager, de le nourrir, de le réduire. Donc, il y a différentes positions à adopter en fonction de l'usage que chacun fait de son délire et de sa fonction dans la structure subjective. Autrement dit, parfois il est nécessaire de le maintenir parce qu'il donne un sens au sujet. Parfois, il s'agit d'aller contre. Une autre dimension clinique, vous l'avez entendu parler par des termes tout au long de la matinée, c'est la clinique de la singularité. Alors, là, la psychanalyse nous enseigne. Pourquoi? Parce que Lacan, il a suivi la logique de Freud, qui a été de considérer chaque cas comme nouveau. Quand on prend un cas comme nouveau, ça veut dire que là, on le considère comme singulier. C'est nouveau, c'est du jamais vu. Cela dit,
pour revenir au terme de désir averti, qui s'applique à la position du clinicien à l'hôpital, prendre chaque cas comme nouveau n'autorise pas l'économie d'un savoir sur la structure. C'est ça que ça veut dire être averti. Être averti, c'est qu'il y a un savoir à avoir. Il n'y a pas une incompatibilité entre prendre un cas comme nouveau et disposer d'un savoir sur la structure. La question du savoir sur la structure donne l'idée d'un savoir-faire qui n'est pas un savoir-faire technique. Ça ne concerne pas seulement les différences dans les structures cliniques, mais ça indique la nécessité d'un savoir-faire de comment s'accommoder à la singularité d'un cas. Or, la psychose, pour prendre les choses de façon, pas cette fois-ci comme un cas nouveau, comme cas par cas, quand on dit la psychose, on parle d'une structure où on rassemble un certain nombre de sujets qui ont un élément commun. La psychose suppose une situation bien spéciale car la méthode analytique diffère de celle du névrosé. C'est ce que la psychanalyse nous a toujours enseigné, déjà depuis Freud, avec des variations selon le courant analytique. Il y a des courants analytiques qui pensent qu'il ne faut jamais prendre en analyse un sujet psychotique. Ce n'est pas la proposition de Lacan. Le point, et là il faut se faire aussi des autocritiques de ce que nous faisons dans la clinique lacanienne, c'est que parfois on retient des faits massifs. C'est-à-dire on ne les applique pas au cas par cas. Par exemple, quand on dit dans la psychose, on n'interprète pas. Ça se justifie d'une certaine façon. Ça se justifie parce que la psychose, ça concerne une structure bien particulière où l'interprétation peut produire un moment fécond et donc c'est à éviter. Et néanmoins, il y a des cas, il y a des moments où l'interprétation s'impose. Donc, je dis ça parce qu'il est aussi important de mettre en question des propositions massives. La psychose, c'est avant tout une expérience où il y a une absence de médiation face au réel. Comme ce matin a été dit, un sujet qui se plante un couteau dans la poitrine, là on voit qu'il y a une absence de médiation. À la place d'articuler un mot, de faire une demande, évoquer une souffrance, s'adresser à l'autre, le sujet passe au réel, passe à l'acte. Donc, quand on dit le réel dans la psychose, c'est l'excès dont j'ai parlé avant. C'est l'envahissement des phénomènes qui laissent le sujet sans aucun recours. Ces phénomènes, ils sont variés. Ça peut être des affects, comme la panique, l'horreur. Ça peut être les déchirements subjectifs, la douleur à l'état pur. Donc le nom qu'on donne à ces phénomènes d'excès qui dépassent les sujets, ce sont des phénomènes de jouissance. Comment on peut le dire mieux? Je trouve que Lacan, il a eu raison. Il a eu raison de distinguer ce qui est de l'ordre du plaisir, ce qui est de l'ordre de la satisfaction et ce qui est de l'ordre d'une jouissance. Ces phénomènes qui envahissent ne comportent aucune satisfaction, ne comportent aucun plaisir pour celui qui les éprouve, et il y a un éprouvé qui est un excès. Donc, à ces propos, Lacan utilise le terme de jouissance. Donc,
on peut dire comme ça, la clinique avec la psychose concerne essentiellement les traitements de l'excès de jouissance. Donc l'interprétation qui peut poser problème, c'est que elle risque de mettre à nu le réel du sujet, le laisser sans médiation et sans que le sujet puisse trouver un support pour faire face. Mais, et c'est là où il faut nuancer, il y a des interprétations dans la psychose qui peuvent servir à masquer le réel du sujet. C'est ce que nous apprend la clinique analytique avec le sujet psychotique. C'est qu'elle peut permettre, pas toujours, mais elle peut permettre de localiser la jouissance qui envahit le sujet et le met en position, pas de sujet, mais en position d'objet de l'autre. Donc, c'est ça la question de l'expérience dans la psychose. Et ce sont des questions que le clinicien doit se poser. Faut-il pousser le sujet à assumer une position qui va contre l'autre, celui par rapport auquel il est persécuté, par rapport auquel il est envahi? Faut-il au contraire le mettre en position de consentir à l'égard de l'autre? Faut-il pousser le sujet du côté de l'idéal ou faut-il le confronter à renoncer à l'idéal? Ce sont des questions fondamentales auxquelles on est constamment confronté et pour lesquelles la réponse elle est variable d'un cas à l'autre. Il m'a semblé important donc de faire un retour sur les différentes formes de psychose pour aborder ces questions. J'évoque la schizophrénie. Il a été question ce matin. La schizophrénie, elle peut être définie par l'écart massif entre le langage et la jouissance du corps. C'est-à-dire que le langage n'a pas une prise sur la jouissance du corps. Donc, ça montre très bien que tout le monde est dans le langage. Être dans le langage, ce n'est pas la même chose qu'être dans le symbolique. On peut être dans le langage et ne pas être dans le symbolique. La preuve qu'on est dans le symbolique, c'est quand le langage a une prise sur le corps. C'est le cas, par exemple, de l'hystérie. Et la différence des phénomènes des corps dans la schizophrénie et les phénomènes des corps dans la schizophrénie. La différence entre les phénomènes des corps dans l'hystérie et la schizophrénie. Dans le corps de l'hystérie, c'est un corps qui est en quête d'une unité. Dans la schizophrénie, c'est le morcellement du corps. Un corps sans vie, prêt à lâcher à tout moment. C'est un corps où le corps est réel. Autre chose, c'est le corps du paranoïaque. En termes freudiens, ce qui fait l'essence de la paranoïa, c'est la mégalomanie. Prenez n'importe quel cas de paranoïa, derrière tous les phénomènes, forcément, il y a une dimension mégalomaniaque. C'est-à-dire que la libido, en termes freudiens, qui a été retirée aux objets, elle se place au niveau du moi du sujet. Donc, vous voyez que cette opération, elle est très différente que dans la schizophrénie,
où le corps, c'est un pur réel. C'est pourquoi les phénomènes des corps sont pas toujours évidents dans la paranoïa. D'une certaine façon, le paranoïaque, il est libéré des contraintes hystériques à l'égard du corps. Puis, il y a en effet le corps de l'obsessionnel, le sujet qui s'efflagelle par rapport à son corps. Il s'efflagelle avec des idées, mais au fond, il s'efflagelle le corps. Donc, l'amplification du moi chez le paranoïaque ne résout pas l'épreuve du corps. C'est pourquoi, parfois, ça prend une forme de méfiance. Le sujet paranoïaque, il est dans la défiance par rapport à son propre corps. Si on prend le cas de Schreber évoqué par Freud et Lacan, Schreber, ce dont il parle, c'est de la perte d'une intimité. Et il évoque le rapport avec un autre divin, Dieu, un Dieu qui ne le laisse pas tranquille, même pas pour déféquer. C'est-à-dire qu'il est toujours sous le regard des dieux. De même, concernant l'habillage de son corps, Dieu est exigeant, il lui demande de s'habiller en femme. On voit là qu'est-ce que c'est une exigence des jouissances imposées par celui que le sujet attribue comme étant son grand autre. Dans ce cas, c'est Dieu. Donc, on voit que le paranoïaque soupçonne son corps. J'ai évoqué la schizophrénie comme l'écart massif entre le langage et la jouissance du corps. Il faut noter la définition de Lacan de la schizophrénie. Ce n'est pas la définition de la psychiatrie, mais ça donne une orientation. Il a dit peu de choses sur la schizophrénie, mais ce qu'il a dit, ça constitue une boussole. Il dit la schizophrénie, c'est quand tout le symbolique est réel. Ça veut dire, et on a vu dans les exemples de ce matin, que l'usage qu'il fait des mots, il ne comporte pas d'écart avec la chose. Les mots, c'est la chose. C'est-à-dire qu'on le constate dans les formes graves de schizophrénie où le sujet s'est réduit au point où disparaît son rapport à la parole et il devient un corps inerte, un corps mort comme dans la catatonie, ou les cas de mutisme absolu dans lesquels le sujet s'abrite derrière une forteresse inexpugnable. On le voit aussi dans l'anorexie dans la psychose, qui dans la schizophrénie prend une forme différente à celle d'une perturbation de l'image du corps, ce qui est le cas de l'hystérie, de l'anorexie dans l'hystérie. L'anorexie chez les schizophrènes trouve son ressort dans le fait que le corps n'est pas vivant. Le sujet est réduit à être un cadavre et manger, c'est empoisonner le corps. C'est pourquoi ce matin, j'avais évoqué la nécessité de s'orienter avec l'identification. La schizophrénie démontre la faillite d'une identification. C'est un échec de l'identification spéculaire qui ne réussit pas à compenser l'échec d'une identification du sujet à son être comme vivant. Puis,
il y a la nécessité d'expliquer la distinction fondamentale qu'a fait Freud, qu'à mon avis on ne tient pas suffisamment compte, mais à laquelle il faut réfléchir, quand il pose que l'hypocondrie est à la psychose, c'est que l'angoisse est à la névrose. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hypocondrie, ça concerne un phénomène de localisation au niveau du corps sans qu'il y ait le développement d'un délire. C'est un phénomène initial. C'est pas dans le sens qu'on donne aujourd'hui où couramment on dit je suis hypocondriaque. Non, Freud l'évoque comme une forme d'entrée dans la psychose. Ça serait ce que pour Lacan est un phénomène élémentaire. Et donc, de même qu'il pose que l'angoisse est un phénomène affect des débuts d'une névrose. Donc, c'est ce qui est essentiel, c'est que c'est uniquement en prenant compte du rapport au signifiant qu'on peut distinguer l'angoisse dans la névrose de l'hypocondrie psychotique. L'angoisse dans la névrose, elle se cristallise toujours autour d'un signifiant. C'est ce que démontre le cas de Freud du petit Hans, la phobie du cheval. Ça se cristallise autour de l'angoisse d'un signifiant cheval. À partir de là, ce qu'on constate, c'est le passage de l'angoisse aux symptômes. L'hypocondrie chez le schizophrène peut prendre la forme d'une angoisse, dans le sens où il y a un phénomène énigmatique, mais ça reste un énigme insoluble. Ce qui fait qu'il y a des exemples cliniques des sujets qui sont dans l'hypocondrie, les années passent et ce qu'ils répètent, c'est exactement la même chose. Rien ne bouge. Le corps est comme une photo et le seul souci pour le sujet est vérifier qu'est-ce qui a pu changer dans la photo. Donc, le sujet psychotique met le clinicien devant une clinique qui traduit les effets du corps qui ne sont pas traversés par le signifiant. Le corps, pour tous, suppose une mortification. C'est l'entrée du langage dans le corps qui produit un silence des organes. C'est perceptible dans l'expérience de tout le monde quand il voit comment évoluent les bébés. Quand ils passent des bébés à enfants, laissent de crier, il y a des phénomènes qui s'atténuent au niveau de la modalité de l'appel du cri, et puis plus il parle, plus le corps devient silencieux. Et c'est le paradoxe de la psychose, que faute de ce silence du corps comme effet du signifiant, le corps devient un corps qui parle. Et c'est un corps qui parle trop. C'est là où il y a le corps qui devient jouissance. Il parle trop et souvent par rapport à la mort. C'est-à-dire que ce qui est propre au signifiant pour produire le silence, c'est de mortifier quelque chose. Le signifiant produit la mort de la chose. Or, ce qui ne se produit pas dans la psychose. Et si ça ne se produit pas, ça fait retour pour le sujet. Par exemple, Schreber, il lit sa propre mort dans un journal.
Ce qui est intéressant du point de vue de la clinique pour nous, c'est qu'il y a eu un tournant dans ce cas, le cas Schreiber. C'est le tournant qui n'est pas un tournant transférentiel, puisqu'il n'a pas consulté. Il rend compte de son expérience. Le tournant, c'est qu'à un moment donné, il se donne comme mort. Il se considère comme mort. Il voit sa propre mort dans les journaux. Il voit passer le cortège funèbre de sa propre mort. Et à partir de ces moments-là, il y a quelque chose qui lui permet de sortir de sa position. C'est le début de l'issue bénéfique du délire dans son cas. C'est-à-dire qu'il a fallu l'épreuve d'une mort pour accéder à la vie. Et ça nous donne une dimension clinique pour nous, pour chaque cas de psychose, et ça se vérifie par rapport au corps, c'est qu'il faut qu'il y ait une solution qui passe par une négativité. Donc reste après à dégager les manœuvres possibles dans le transfert pour rendre ça possible. Et pour rendre cela possible, Lacan, ce qu'il a introduit, c'est la nécessité de la part du clinicien de s'accommoder aux positions proprement subjectives. C'est là qu'apparaît la notion de secrétaire de l'aliéné. Secrétaire de l'aliéné, c'est finalement accommoder à chaque cas dans sa singularité. Ça n'exclut pas, je reviens sur le fait qu'une modalité d'interprétation est possible. Alors, qu'est-ce qu'elle vise, l'interprétation? De façon générale, pour tous les sujets qui vont en analyse. À quoi elle vise l'interprétation? C'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on le comprend. Elle vise à se désidentifier. Elle vise à ne pas faire exactement comme l'autre, ou au moins à donner le choix à un sujet d'être, s'il veut, comme l'autre, mais qu'il le sache. Donc c'est ça la désidentification. Et ça passe par une interprétation. Or, justement, c'est à ça qu'il faut faire objection dans le cas de la psychose, puisque l'identification, c'est quelque chose qui soutient un sujet. Et si, dans la névrose, ce qu'on vise, c'est la désidentification, c'est parce qu'on part du présupposé que le sujet peut se soutenir sans les identifications. C'est-à-dire qu'il peut accéder à un désir inédit, propre à lui, qui ne soit pas le désir de l'autre. Eh bien, dans la psychose, ça c'est quelque chose à éviter. Donc on ne peut pas utiliser l'interprétation avec une finalité de désidentifier. Mais qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est une modalité d'interprétation qui vise à localiser la jouissance du sujet. Pour donner un exemple, je vois que le temps file. Un sujet normal. Lacan disait qu'il faut se méfier des gens normaux. D'ailleurs, il disait rien de plus normal que l'enfance d'un psychotique. C'est-à-dire que quand il y a un enfant sans symptômes, il faut être un peu inquiet. Le propre d'un enfant, c'est avoir des symptômes. Eh bien, donc, Lacan, il ne maintient pas l'idée des normalités. Le point de la normalité, je me souviens plus qu'est-ce que j'étais en train de dire. Exactement, c'est ça.
C'est-à-dire l'interprétation dans la psychose et la question de la normalité. Il y a des sujets qui sont ces sujets. Non, j'étais en train de parler de mon exemple clinique. Un sujet normal, c'est-à-dire il est venu me parler de banalité, juste l'essentiel de ce qu'il me racontait, c'est qu'il s'ennuyait dans la vie. Donc, mis à part ça, c'était un sujet qui avait une vie avec ses parents, un jeune homme, avec des amis, il sortait, il avait un travail, donc rien de spécial, aucun excès non plus. Son discours monotone, disons, jusqu'au moment où un jour, en rentrant à la maison, c'est ce qu'il me rapporte, quand il rentre à la maison, ses parents étaient séparés, sa mère habitait avec un nouvel compagnon. Au moment où il va rentrer à la maison, il a l'impression que la maison est en feu et que c'est son beau-père, le nouvel compagnon de sa mère, qui a mis le feu à la maison et qui l'a tué, et sa mère et sa sœur. C'est cette image qu'il a traversé l'esprit et il était persuadé au moment où il a vécu que c'était vrai. Et ça a duré un temps, ça l'a bouleversé, puis il a fait une série de cauchemars qui reprenaient exactement cette même idée. Et ça montre très bien comment quelqu'un de parfaitement normal, il y a néanmoins, à un moment donné, quelque chose qui fait excès de jouissance. Là, on voit la dimension de quelque chose qui n'a pas pu passer au symbolique, qui ne prend pas la forme d'une angoisse qui s'est construite en symptôme, c'est juste quelque chose qui l'envahit. Eh bien, la question de l'analyse dans ce cas-là, ce n'est pas d'interpréter en termes édipiens, d'essayer de réfléchir à la question de tuer lui-même par projection son beau-père pour pouvoir rester avec sa mère et sa sœur, chose qu'éventuellement, dans une élaboration névrotique, on pourrait dire. C'est dont il s'agit, c'est d'encapsuler cette dimension d'excès de jouissance de façon à que ça n'envahisse pas le reste de sa personne, qu'il puisse continuer à vivre sans cette présence que Freud a désignée comme étant la chose. La chose, c'est-à-dire ce qui pour chacun est le plus intime, le plus familier et à la fois le plus extérieur à soi-même. Chacun a un rapport avec cette chose qui nous habite. Le point, c'est que cette chose, parfois dans la psychose, elle s'est mise à parler. Et donc, toute la question, c'est avec l'interprétation, comment réduire la place de cette chose sans lui donner du sens, mais plutôt en essayant que ça reste comme un kyste qui fait part du sujet, mais qui le perturbe le moins possible. Donc, il s'agit dans ces cas-là de concentrer l'interprétation dans le ici et maintenant. Et, il y avait une formule qui a été évoquée à propos du cas de ce matin. J'ai pas noté quel était le cas. Il me semble que c'était le cas du schizophrène, où on disait que la construction, il fallait la recommencer tout le temps. C'est exactement ce dont il s'agit pour le sujet schizophrène, puisque le problème, c'est que tout se joue dans l'instant. Et la problématique, c'est comment instaurer une perspective de temps où pour le sujet puisse exister un futur. Et on ne peut pas promettre le futur, parce que dès qu'on promet le futur, il y a des risques de passage à l'acte.
Donc, il s'agit à chaque fois de recommencer. Donc, c'est comme quand on fait une maison, il y a une fondation, on met une pierre, il y a une autre, donc on pense que les fondations, elles existent. Pas pour le schizophrène. C'est à chaque fois, il faut recommencer avec les fondations. Et je vais terminer par ce point. Il y a une raison à cela, c'est que dans la psychose, il y a un phénomène. Les phénomènes, ce sont des phénomènes purs. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes qui se présentent avec une fragmentation. C'est pour ça qu'on utilise dans l'orientation lacanienne la division du sujet, mais pour expliquer la névrose. Pour la psychose, il s'agit des phénomènes purs. Lacan lui dit par rapport à l'homme loup, le cas de Freud, il dit le fantasme pur. C'est-à-dire, il voit par la fenêtre des loups, et qu'est-ce que dit Lacan? Entre le sujet et le loup, il n'y a pas de différence. Le sujet, il voit le loup, mais le loup, c'est lui-même. Il n'y a pas de médiation, de rapport entre le sujet et le loup. Pas un mot, pas une association. Le rêve n'est pas un texte dans ce cas-là, c'est un phénomène complètement pur. Donc, je termine sur ces points. Le problème pour la psychose, c'est l'empêchement à faire semblant. C'est un empêchement à faire semblant qui est à corréler à ce que j'ai dit ce matin, que les traits d'esprit qui impliquent un tiers toujours comportent une dimension de semblant. Et c'est ça qui nous fait rire. Par contre, l'humour, ça concerne un comique, mais un comique où il y a uniquement deux personnages, mais où il n'y a pas le semblant. Il y a un sujet hystérique qui me disait, il a utilisé une formule intéressante. Elle me dit, je suis une hystérique empêchée. C'était un cas de psychose. Je suis une hystérique empêchée. Elle voulait dire qu'elle n'arrive pas à être suffisamment hystérique pour susciter le désir de l'autre, pour faire énigme. C'est-à-dire que elle est un phénomène pur. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense, et il n'y a jamais un écart entre ses énoncés, son énonciation et ce qu'elle veut susciter chez l'autre. C'est ça l'empêchement. L'empêchement à créer l'intrigue. Alors que ce qui est le propre de l'hystérie, c'est faire intrigue. Bon, j'ai dépassé un peu mon temps, je m'arrête là. Je vois mal quelqu'un. Allez, je vais essayer. Non, moi, c'est pas vraiment une question, du moins pas encore. Des objections. Voilà, non, même pas, mais moi, j'ai été intéressée parce que vous avez une façon de le formuler suffisamment claire. C'est à la fois ce que vous avez développé à propos des phénomènes élémentaires qu'on trouve bien dans le séminaire 3, enfin, mais là, c'est ramassé et à la fois c'est très clair, l'histoire de la feuille et tout ça.
Et l'autre point qui m'a très intéressée, c'est ce côté réduire l'excès de jouissance, que vous avez repris, je trouve, en le déclinant dans les diverses psychoses, et en reprenant du côté du corps les différents aspects, ce qui me semble important par rapport à la clinique qu'on peut trouver notamment ici à l'HP. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est que vous avez noté cette histoire de... J'ai mis un spécial intérêt, c'est vrai, sur la feuille, la plante, puisque Lacan, il en parle dans son mémoire de psychiatre et sa thèse de médecine. Il revient à nouveau dans le séminaire 3, et il revient à propos de l'hystérie. Il revient sur le rêve de la belle Bouchard. Et c'est là il utilise la formule, c'est pas moi qui le dis, c'est Lacan qui le dit. Il dit, tout ça c'est chez Freud, maintenant on va passer les choses au microscope. Et quand il dit on va passer les choses au microscope, qu'est-ce qu'il dit? C'est frappant ce qu'il dit. Il dit, l'interprétation qui donne Freud dans ce cas permet de révéler le désir préconscient. Maintenant, on va parler du désir inconscient. Intéressant. Donc, mettre le microscope, ça veut dire aller regarder finalement le désir inconscient. Et ça veut dire que on peut s'arrêter à... Là, on parle de la névrose aussi. On peut s'arrêter à ce qui est le désir, comme un désir inconnu pour quelqu'un, mais qui se soit du préconscient, mais il y a une dimension qu'il faut ajouter, qui est le désir inconscient. Et c'est ce que Lacan ajoute par rapport à Freud. Et donc il utilise la même métaphore qu'il avait utilisée pour la psychose, et puis il revient à la fin de son enseignement, parce qu'on peut dire, ça c'est la direction de la cure, c'est les débuts de son enseignement, et il revient à la fin de son enseignement, dans son introduction aux écrits en langue allemande, pour dire, voyons ce qui nous montre le paradigme du rêve dans l'hystérie. Et il se réfère au même rêve, le rêve de la belle Bouchard. C'est-à-dire il pose un paradigme. Et ça veut dire qu'un seul rêve, pour lui, constitue de qu'est-ce que c'est le paradigme de la structure. Il n'a pas besoin de raconter une histoire pendant 3 heures. Hein. Un rêve montre une structure. Et il dit c'est le paradigme. Et donc on voit l'intérêt de garder cette idée de la feuille, la nervure de la feuille, et si on pige ces détails, on a une vision de l'ensemble. Donc, pas besoin des grands récits. Il faut cibler l'essentiel. Peut-être je saisis pas tout à fait, mais il me semble que ce que vous venez de parler autour de l'interprétation qui vise non pas à donner du sens, mais à encapsuler la jouissance, il me semble que ça a quelque chose à voir avec ce que vous énonciez ce matin sur la métonymie et la métaphore. Est-ce que vous pourriez essayer de nous réexpliquer un peu ça ? Oui, je n'ai pas parlé des métaphores métonymie ce matin, mais je peux parler maintenant. Il a été question, ça a été question, mais ça a un lien, évidemment. Bon, le principe de la psychose, c'est qu'il n'y a pas de métaphore. Même si, au niveau du langage, le sujet, il peut utiliser des métaphores. Parfois, on voit qu'ils peuvent parler de façon métaphorique. Mais il n'y a pas une structuration du rapport au langage qu'elle soit de façon qu'elle prenne la forme d'une métaphore.
Donc on voit essentiellement dans la psychose la métonymie, le déplacement. C'est-à-dire qu'on commence par une chose et puis on s'éloigne. Ça peut prendre différentes formes. Il y a des sujets, c'est assez frappant quand on dit dans la clinique de sujets qui n'ont pas, ils maintiennent pas un axe de direction dans leur discours, qui sont, disons, dans la discrétion. C'est-à-dire qu'ils commencent par une chose, ils se déplacent à partir de rapports entre un mot et un autre, ils font une connexion pour passer à une autre idée. C'est ça la métonymie. Mais il y a un bénéfice de la métonymie dans la psychose, c'est que ça nous éloigne du centre. Donc, dans le cas du patient dont j'ai parlé, le centre, qui est le noyau des jouissances, qu'il a décrit à partir de ce phénomène, justement de ça, il faut l'éloigner. Alors comment on l'éloigne? Parfois, il s'agit de ne pas parler de ça, puisque parler de ça, c'est une façon de le garder dans son rapport à cette jouissance. Et donc la métonymie, c'est comment se servir du langage pour l'éloigner de ce qui pour lui constitue le centre auquel il ne faut pas se focaliser. D'ailleurs, il faut dire que c'est quelque chose qu'on fait parfois dans la névrose aussi, quand un sujet névrosé, obsessionnel qui vient et nous parle du doute, si on reste dans l'interprétation analytique, à intervenir autour du doute, la seule chose qu'on va promouvoir, c'est encore plus de doutes. Alors, il vaut mieux dans ces cas-là se taire, attendre que la tempête passe et passer à autre chose. C'est ça la métonymie. C'est comment faire en sorte de déplacer le sujet. Dans la psychose, un déplacement peut avoir un bénéfice thérapeutique et on peut se suffire de ça. D'un déplacement métonymique. Un déplacement qui nous éloigne de l'excès. Vous avez repris le terme d'excès. Le terme d'excès, c'est la clinique, disons, pour tout le monde. Et névrosé et psychotique, on est confronté à quelque chose qui dépasse. Et ce qui dépasse, c'est ce que déjà Freud avait parlé de ça. On conteste Lacan. Mais Freud, qu'est-ce qu'il dit du symptôme? Il dit c'est une satisfaction substitutive. Satisfaction substitutive, c'est qu'il y a une satisfaction qu'on n'obtient pas quelque part et on va l'obtenir ailleurs. Paradoxalement, parce que qui peut se satisfaire de son symptôme? Satisfaction substitutive, c'est une satisfaction qui vient à la place de, mais qui n'est pas satisfaisante. Dès là, l'invention de Lacan d'introduire dans la clinique le terme de jouissance qui désigne bien à la fois une satisfaction, quelque chose de jouissif, c'est une satisfaction, mais ça indique également le contraire. Ça indique quelque chose qui dérange trop et quelque chose qui ne peut pas être réduit à un plaisir. Il y a un trop de plaisir. C'est trop de plaisir, c'est une jouissance. Une jouissance, mais qui n'est pas une satisfaction. Donc on voit qu'il y a trois termes, alors que pour Freud, il y avait juste plaisir et satisfaction. Oui, allez-y. J'aurais juste posé une question. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas lacanienne, je suis infirmière. Et d'accord. Tu me demandais comment vous êtes là. Alors j'y pense parce que ce matin vous disiez à propos du fameux chaton là, de l'histoire de Monsieur P. Le schizophrène il est libre, il fait ce qu'il veut. C'est un chat, c'est une chatte, voilà.
Et ça m'a évoqué un problème sur lequel moi j'ai du mal à me positionner, qu'on connaît en pédopsychiatrie, parce que je travaille au CMP enfants-ados, mais aussi avant en fait, dans une unité d'hospitalisation pour les ados, sur en fait ce sujet contemporain qui est le non-genre, et les ados qui arrivent et qui en fait ont une explication sur leurs symptômes justement, qui est que justement ils sont peut-être plus filles que garçons, et qui se présentent en ayant l'idée qu'on va les appeler désormais par un autre prénom que le leur, parce qu'il est quand même symbolique le prénom. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, et comment vous accueillez ça, et est-ce que vous avez des situations cliniques Oui, c'est important qu'on parle de ça, mais commençons par la première partie, ce que j'évoquais comme la liberté à l'égard du langage. C'est de l'expérience de chacun qu'au niveau du langage, il y a les mots veulent dire quelque chose, et il y a, même si chacun a une expérience singulière par rapport au mot, c'est-à-dire un mot, quand j'utilise le mot maison, j'ai une expérience par rapport au terme maison qui n'est pas le même que le vôtre. Mais on se met d'accord, et quand je dis maison, on sait de quoi on parle, même si chacun a une expérience différente. Et puis, il y a une grammaire qui met des lois à comment on organise les mots. Donc, là, quand je parle de la liberté, c'est la liberté de pouvoir déformer le mot comme je veux, donner le sens que je veux, et ne pas me mettre d'accord avec l'autre. C'est moi qui impose au mot, il y a aux règles du langage, quelque chose qui était déjà dans les règles du langage. Donc je change les règles. Donc ça, c'est la liberté qu'on voit parfois chez certains sujets psychotiques, où il y a une invention de mots, sans le néologisme, où il y a un usage néologique des choses. Même si parfois les mots, ils veulent dire quelque chose, il y a un usage qui change par rapport à l'usage original du mot. Donc maintenant, c'est vrai, vous avez raison d'explorer les phénomènes qui consistent à se dire « Ah bon, je m'appelle Christelle, mais en réalité, je veux m'appeler à partir maintenant Charles. » Ça, on peut l'appliquer au phénomène qu'on disait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une liberté de décider sur quelque chose sur laquelle il y a eu déjà une marque qui nous a précédés. Alors, il peut y avoir des changements de sexe. La science l'autorise sur certaines conditions. Mais ce n'est pas pareil avoir été marqué avant notre naissance par un prénom, un nom, avec, disons, un sexe anatomique déterminé, que penser qu'on peut choisir librement. Est-ce qu'il y a un choix libre du propre sexe? Eh bien, moi j'ai du mal à croire à ça, qu'il puisse y avoir un choix libre du propre sexe. C'est l'expérience de chacun. Il y a des conditions de choix, c'est-à-dire que le choix est très limité. On peut se comporter à l'intérieur du propre sexe de différentes manières, mais dans certaines limites. On ne peut pas tout bousculer. Alors un sujet qui se considère complètement libre, parce qu'il y a des sujets qui changent et puis ils disent « Ah, je me suis trompé, je veux revenir en arrière ». Bon, là, ça, c'est l'indice d'une opération de langage qui ne s'est pas produit pour le sujet, et c'est l'indice d'une structure clinique. Là, on rentre dans des structures cliniques. Je vais essayer de formuler quelque chose de clair, ça ne va pas être facile. C'était très précieux ce que vous nous dites dès le début de ce que ça peut être une thérapeutique
avec l'outil de la psychanalyse. Et vous enchaînez sur la question de l'interprétation, et j'essaie de faire un lien entre les deux. Et je me demandais si le travail avec une personne psychotique, je vais me centrer sur ça, je ne parle pas de la névrose, ça ne serait pas un travail... Vous dites, le thérapeute, il se fait le secrétaire. Mais il n'y a pas que ça, puisque vous introduisez la question de l'interprétation. Donc c'est pas seulement écouter et entendre ce qui se dit, voire de l'écrire. Comment le thérapeute intervient. Et vous parlez de l'interprétation et de comment c'est délicat d'interpréter avec un psychotique. Donc bon, vous dites la question de l'Oedipe, comme ça, d'accord. Et vous nous citez 3 manières d'interpréter: accentuer la position contre l'autre, consentir à l'autre et le pousser à renoncer, enfin le pousser à l'idéal ou à renoncer à l'idéal. Bon. Et donc je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un co-travail entre le patient psychotique et le thérapeute? Parce que, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est compliqué. Finalement, d'essayer de cerner avec lui cet essentiel, comme vous l'avez identifié dès le début, peut-être de ce phénomène élémentaire, et d'essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne pour lui ou pour elle, à partir de cet élément primaire, ou je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. J'essaie de me formuler un peu les choses comme ça. Voilà. Oui, je suis d'accord sur des choses que vous dites. Je vais essayer de déplier un peu plus. Quand j'ai évoqué la question de secrétaire de l'aliéné, c'est une formule de Lacan. Donc Lacan dit il faut se faire le secrétaire de l'aliéné. Si je l'évoque, c'est parce que je suis absolument d'accord, mais en même temps, j'ai une vision critique là-dessus, parce que j'ai l'impression que dans l'orientation lacanienne, souvent on se contente de répéter ça, que la position du clinicien, c'est il faut se faire le secrétaire de l'aliéné. Secrétaire de l'aliéné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le psychotique, c'est mettre au service de ce que le psychotique dit. Vous voulez un verre d'eau, je vous donne un verre d'eau. C'est un peu ça, le secrétaire. C'est essayer de le suivre dans les articulations qu'il fait, n'est pas aller contre, n'est pas contrarier, n'est pas introduire quelque chose de différent, pas quelque chose de nouveau. Bon, c'est juste ça, mais je trouve que c'est réducteur, parce que on ne fait pas que ça. Quelqu'un, ce matin, je ne me souviens pas son nom, elle disait je parle beaucoup à mes patients. Et je trouve que c'est très bien ce qu'elle a dit, parce que on a l'impression que être le secrétaire de l'aliéné, c'est rester silencieux, ne rien dire, et juste suivre ce que l'autre dit, et ça suffit. Non, on a à prendre position, on a parfois à dire non, on a parfois à l'accompagner, à qu'il consente à quelque chose. Donc la clinique, elle est variée, donc c'est difficile de poser une manœuvre technique précise, valable pour toutes les situations cliniques. Maintenant, pour la question de l'interprétation, c'est vrai qu'on exclut l'interprétation édipienne, ça on est complètement d'accord. Et néanmoins, il y avait un analyste lacanien connu qui disait il ne faut surtout pas, dans les cas de psychose, parler du père, avec l'idée que c'est la forclusion du nom du père. Il faut dire que pour les cas que j'ai de sujets psychotiques, parfois, il est question de parler du père, d'intervenir par rapport au père, de parfois l'amener à consentir par rapport au père, mais parfois même à dire non au père. Donc il y a beaucoup de cas de figure très différents,
Mais ce que vous dites, le co-accompagnement, c'est justement pouvoir saisir ce qui constitue l'essentiel pour chacun. Et là, il y a une dimension que finalement, l'analyste, il doit être capable de faire ça. Il doit être capable de s'accommoder à ce qui fait la différence de chacun. Mais c'est valable pour la névrose aussi. Ce que vous dites là par rapport au père et le psychotique, ça m'évoque tout à fait un analysant qui, le jour où il a pu dire non au père, a eu une autre posture dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il soit libéré, hein, mais lui, il a senti quelque chose d'autre, hein, un élan autre. En tout cas, il n'était plus sous le joug de... Oui, ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas pousser un sujet psychotique avec la même idée qu'on peut avoir dans les cas d'un névrosé, homme par exemple, qui consisterait à aller plus loin que le père. Bon, quand on analyse la névrose obsessionnelle par exemple, on prend l'exemple donné par Freud lui-même et son expérience d'un trouble de mémoire dans l'acropole, où il n'a pas pu aller à l'endroit où son père n'a pas pu aller. Et donc, Freud lui-même, il s'est senti empêché d'aller. Et on déduit que l'analyse pour un sujet névrosé, c'est essayer d'aller plus loin que ce que le père là où le père est allé. C'est qu'il y a, dans le cas de la névrose, une dimension de soulagement toujours. Un sujet névrosé qui réussit à aller un peu plus loin, au moins sur un point, que le père, il éprouve un soulagement. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encourager dans la psychose, parce que dans la psychose, le père, il fonctionne comme une figure imaginaire. Et si on fait tomber cette figure, parfois, on fait tomber le seul point d'appui qui reste au sujet. Mais ne pas le pousser au-delà du père ou plus loin que le père n'exclut pas certaines remarques qui lui permettent de prendre une distance par rapport au père. Et ça, c'est possible, et ça, c'est par l'interprétation qu'on arrive à faire sentir au sujet qu'il n'est pas comme le père. Et que donc, il a une possibilité d'exister dans le monde, pas exactement comme son père, il veut qu'il soit. Et ça, ce sont des interprétations. Et c'est pour ça que moi, j'insiste, ça me paraît important de dire que c'est important de parler au sujet. L'analyse, ce n'est pas une expérience de silence à l'extrême. Il faut parler. Et avec les psychotiques, surtout, il faut parler, parce que les silences poussent à l'interprétation délirante chez le sujet psychotique. Donc, pour le sujet psychotique, spécialement, il faut parler. J'avais envie de revenir sur quelque chose que vous venez d'évoquer là. Parce que tout le monde, en effet, n'est pas ici un analyste, et en particulier lacanien. Et donc, je crois que ça serait bien si vous pouviez, puisque c'est venu sur le tapis, le père, la forclusion, parce que le psychotique, il peut parler de son père. Le psychotique, il peut parler du père. Bien sûr. Non, c'est juste pour qu'on soit bien d'accord tous, que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de développer. Ils en parlent. Bien sûr. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on entend habituellement par la forclusion, ou au moins ce qu'on a évoqué ce matin et tout à l'heure encore sur la fonction paternelle. Tout ce que vous venez de développer sur le fait de ce qu'on ne fait pas avec un psychotique à propos du père.
Parce que sinon, ça va un peu vite pour certains, je crois. Bon, là, votre question, c'est une journée d'études. Donc, comment répondre à ça? Ben, c'est vrai que ceux qui écoutent un peu parler un lacanien, la première chose qu'ils entendent, c'est la forclusion du nom du père dans la psychose. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ben, donc, première remarque, un peu, on l'a dit, tout le monde parle du père. Et les névrosés, et les psychotiques, ils parlent du père. Donc, la question, c'est quelle est la spécificité au niveau de la structure qui permet à Lacan de parler qu'il y a quelque chose de forclos. La question de forclusion, il faut l'entendre comme quelque chose de pas admis, quelque chose d'exclu, qui ne fait pas partie de la structure. Donc si on admet que le père est admis, puisqu'il parle du père, il est confronté à l'expérience du père, sauf les cas où ils n'ont pas connu le père, mais ça arrive au névrosé aussi, de ne pas avoir connu son père. Donc qu'est-ce que ça de spécifique, la forclusion? La forclusion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler de la forclusion. Le sujet, quand il ne parle pas de forclusion. C'est quelque chose qu'on déduit. Donc on ne la touche pas, on la déduit. Donc là, ça devient plus délicat. Quels sont les phénomènes qui nous permettent à nous de déduire qu'il y a la forclusion d'un signifiant. Lacan parle de forclusion du signifiant père. La forclusion du signifiant père, c'est l'exclusion de toute possibilité pour un sujet de mobiliser ce qui peut faire fonction des tiers entre deux. C'est-à-dire, dans toute situation dans laquelle il y a un sujet et l'autre qui sont semblables en jeu, il y a des situations qui nécessitent qu'on mobilise un tiers. Par exemple, une femme qui tombe enceinte. Il y a elle et son bébé. Mais dans son fantasme, il peut y avoir la possibilité pour elle de faire rentrer, à partir de son fantasme, de faire rentrer dans le discours l'idée qu'il n'y a pas que elle et son bébé, c'est qu'il y a un homme dans l'histoire. C'est ça le tiers. Donc, dans les cas, certains cas, des grossesses où la femme, d'ailleurs on a parlé ce matin dans la clinique, où il y a que le bébé et la mère, on voit très bien qu'il y a un élément qui a été exclu. Et c'est là qu'on déduit qu'il y a eu une exclusion de ce qui peut venir fonctionner en position tierce. C'est ça ce que Lacan a désigné comme le nom du père. Donc, forclusion du nom du père, ça veut dire que pour ce sujet-là, il n'y a pas la possibilité d'introduire un élément tiers. On le voit, j'avais l'exemple intéressant d'un déclenchement de psychose de quelqu'un qui était un employé dans une boîte, et il s'est mis à postuler pour être chef. Tout allait très bien pour lui, jusqu'au moment où il a postulé pour être le chef dans cette boîte. Chef d'un rayon, hein, c'est pas le patron, chef d'un rayon. À partir de ce moment-là, il a été nommé, mais il lui manque l'appui au niveau des signifiants qui le constituent, de cet élément tiers qui est celui de comment assumer, pas au niveau des employés d'être chef, mais la question de l'autorité paternelle, quelque chose qui fasse fonction des tiers, pas seulement d'une façon imaginaire. Bien, tu es le chef,
tu as une paye qui va augmenter, mais quelque chose au niveau subjectif qui lui permet de changer cette position. Ce qui nous donne l'idée déjà que souvent, il y a des sujets pour lesquels il faut éviter qu'ils se confrontent à des positions paternelles. Parce que c'est quelque chose qu'ils sont sans recours dans cette situation. Donc, la question de la forclusion du nom du père, c'est quelque chose qu'on déduit cliniquement à partir d'un certain nombre de phénomènes selon lesquels le sujet ne dispose pas de ce qui lui permet de fonctionner en introduisant l'élément tiers. Ça va? J'avais une autre question autour de ce que vous avez développé sur le corps et le langage. L'hystérique qui cherche le sujet divisé qui cherche son unité, tout ce que vous avez développé en fonction des structures. Et j'avais envie de vous entendre sur cette articulation pour le sujet autiste. Ce qui frappe chez l'autisme, en tout cas dans les expériences cliniques que j'ai eues, c'est le caractère massif que ça prend au niveau de son corps, la présence de l'autre. Il suffit d'une présence à peine de l'autre. La présence de l'autre constitue une irruption totale au niveau de son corps. Donc, je pose l'autisme comme étant un deçà d'une relation avec un double. Dans la psychose, il y a déjà l'accès avec un double. C'est pour ça que ce sont des phénomènes des corps, mais qui n'ont pas ce caractère massif qui prend pour le sujet autiste, qui fonctionne selon une modalité pratiquement de on-off. Si l'autre, il est là, c'est on, et alors il se déclenche, il s'excite, il y a le corps qui s'excite, c'est un corps, on voit très bien, qui est le corps qui n'est pas marqué par le langage, même s'il parle, le sujet autiste qui parle, et puis dès que l'autre, il s'en va, il y a cette excitation qui disparaît. Ou l'inverse. C'est-à-dire l'inverse. Moi, j'ai pu observer l'inverse, c'est-à-dire une excitation qui est là quand l'autre n'est plus là, et quelque chose qui apaise quand l'autre est là. Alors, l'autre qui apaise, c'est souvent quand c'est toujours le même autre. Il faut que ce soit un autre que le sujet ne le perçoit pas comme un autre qui fait intrusion. Oui. Moi, je voulais partager une réflexion paradoxale que je me suis faite et poser une question aussi. La réflexion paradoxale par rapport au référentiel qu'on a ici, c'est que quand vous parliez de feuilles par rapport à la plante, donc il peut montrer finalement l'ADN. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Donc un ADN qui, on le sait, peut quand même évoluer. Voilà, ça m'est revenu plusieurs fois comme ça en tête quand vous en parliez, et du coup, je trouve assez paradoxal par rapport à la question qu'on a soulevée quelquefois ce matin de l'intégration ou la confrontation qu'il peut y avoir parfois entre les approches plus scientifiques. Qu'est-ce que vous appelez un ADN qui peut évoluer? Alors moi je suis pas psychiatre et je suis pas neurologue, etc. Je suis musicothérapeute, mais disons que j'ai entendu dans des articles, etc. que l'ADN en fait c'est pas quelque chose de figé pour toute sa vie, que c'est quelque chose qui peut évoluer. Voilà. Alors, oui, là on rentre dans un point de débat sur qu'est-ce qui serait, disons, le noyau inchangeable de quelqu'un.
Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas. Il y a ce qui change, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut introduire comme métonymie, ce qui peut se transformer, et même comme dit Lacan, il utilise le terme de métamorphose. C'est fort, métamorphose, parce que c'est changer complètement. Mais en même temps, il y a quelque chose de fondamental qu'on ne peut pas changer. Et toute la question, c'est jusqu'où on peut changer quelque chose. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on est, je parle au niveau de la clinique, qu'on puisse tomber dans des prétentions thérapeutiques qui ne sont pas celles qui sont de l'ordre du possible. Il y a des choses qui sont de l'ordre du possible, des choses qui ne sont pas de l'ordre du possible. Et c'est important de tenir compte à chaque fois de ça. C'est d'une certaine façon ce que Lacan a désigné comme la clinique du réel. La clinique du réel, c'est pas la clinique de la réalité, c'est la clinique de quelque chose qui est, disons, d'un côté insupportable, parce que les patients qui viennent nous voir, tous, c'est parce qu'ils ont rencontré un insupportable, sinon pourquoi ils viendraient? Ils ont rencontré un insupportable. Il y a quelque chose de l'impossible à supporter. Quand on dit la clinique, Lacan dit c'est l'impossible à supporter. Ce qui est variable pour chacun. Pour l'un, l'impossible à supporter, c'est une chose. Pour l'autre, l'impossible à supporter, c'est autre chose. Mais dans cet impossible à supporter, il y a le terme d'impossible. Et il y a, là intervient la question du désir averti, c'est qu'on peut avoir le désir de travailler, faire évoluer les choses, que les choses s'améliorent, d'avancer. Tout ça, c'est la dimension du désir, fondamentale pour la clinique, mais averti qu'il y a des limites auxquelles on ne peut pas. Et c'est important de tenir compte, disons, à chaque fois qu'on reçoit un patient, il faut qu'on sache qu'il y a une dimension des limites. Et parfois, on a des surprises également. Mais il reste néanmoins que pour chacun, il y a quelque chose de l'ordre d'un impossible. Et du coup, ma deuxième question, c'était pour revenir à cette différence entre les traits d'esprit et l'humour, que j'aurais besoin peut-être de partir d'un cas pratique que j'ai eu, qui est un patient qui, en musicothérapie, on écoute parfois de la musique sur une enceinte. Et je dis, cette enceinte, comme il y a peu de batterie, je dis, j'espère qu'elle va tenir. Et le patient répond, si elle ne tient pas, elle va accoucher. L'enceinte. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même une référence symbolique assez forte là-dedans pour que ce soit placé dans le trait d'esprit, sachant que c'est une personne psychotique? Oui, mais ce n'est pas une histoire à trois, c'est juste un jeu de mots. Il joue avec le mot, il fait juste un petit glissement avec, entre les enceintes et être enceinte. Donc il joue avec ça, il glisse avec ça, mais ce n'est pas une histoire à trois. Donc c'est ça, le jeu de mots ne fait pas partie du trait d'esprit. Non. Tout le monde peut jouer avec les mots. Oui, moi je voulais rebondir sur le traitement de la psychose. Je me disais par rapport à la maman de cet enfant dont on a parlé ce matin, je me dis cette maman, elle a quand même trouvé une construction qui la tient. Quelque chose qui finalement lui fait certainement peut-être, bon, je ne sais pas trop comment, mais avoir des relations sociales certainement particulières. Elle semble avoir trouvé quelque chose qui lui permette d'être dans le social, d'être, même si elle s'y prend pas bien, puisqu'on a vu avec son fils, quoi. Mais elle, en tant qu'elle, elle tient.
Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de pousser ces personnes-là, ou celles qu'on rencontre dans ces conditions-là, à aller voir quelqu'un. Et à des moments, je me suis trouvée confrontée à des gens pour lesquels j'avais perçu qu'il y avait quelque chose qui avait été maillé, qui tenait, et que peut-être il n'y avait pas lieu d'aller bousculer ça. Donc du coup, il y a eu des moments où certains patients, je ne les ai pas rencontrés, je ne les ai pas vus, parce que je pensais que du coup, ils avaient trouvé une solution qui leur permettait, et ils venaient me voir parce qu'ils étaient poussés à venir me voir, et pas parce qu'ils avaient, eux, quelque chose qui les avait bousculés à venir rencontrer quelqu'un. Donc on est quand même confronté aussi à ça dans les institutions où c'est pas une demande, voilà, c'est pas quelqu'un qui vient à un cabinet et qui adresse une demande, c'est souvent des fois commandé par quelqu'un, quoi. Donc voilà, je voulais poser une question par rapport à ça. Oui, vous avez raison. Quand on parle d'une clinique pas comme les autres, c'est à quoi on fait référence. C'est pas à une clinique qui vise à la normalisation. La clinique qui vise à la normalisation, c'est une clinique qui part finalement de préjugés que nous avons. Nous avons une idée de la norme et de qu'est-ce qui serait la normalité. Et une clinique pas comme les autres, c'est une clinique qui tient compte de l'exception. Et tenir compte de l'exception, c'est justement tenir compte de quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui rentre dans la norme, mais que pour un cas particulier, ça lui permet de se soutenir. Donc, pourquoi on va aller tenter de toucher ça ? Mais sur le même registre, j'ai l'impression qu'institutionnellement, on peut parfois être confronté à la question sur l'autre versant. Vous parliez tout à l'heure de ce qui est toujours à reconstruire. On peut ressentir dans l'institution une forme de pression parfois à arrêter un suivi pour les jeunes. Moi, je travaille en pédopsie avec la notion de l'âge, où on n'a plus l'âge d'être dans le service des enfants. Et pour autant, on peut avoir l'idée que dans ces rencontres, ce quelque chose qui se reconstruit tient quelque chose pour le sujet. Et il peut être renvoyé institutionnellement, mais il va mieux, tu peux arrêter. Enfin, pourquoi tu continues à le voir ? Et je trouve que parfois, on a cette idée-là que oui, il va mieux, mais peut-être que ça serait bien de ne pas lui retirer ce point d'appui, justement. Et c'est aussi une question qui peut être parfois un peu difficile à mettre au travail en institution. C'est une question du lien peut-être aussi. C'est la question du lien, de ce qu'on peut faire après quand le lien est établi et comment. Soit des fois les relais se font, ou enfin moi j'ai connu des soignants qui gardaient le lien avec les patients, enfin à la demande du patient en tout cas, sans que les patients n'en abusent, j'ai envie de dire. C'est l'idée de pouvoir dire il y a quelqu'un si besoin. Oui, donc on voit que les cas de figure sont très, très différents. Et le problème dans la clinique, cette fois-ci institutionnelle, c'est que le clinicien, il est entre deux. Parce qu'il y a la demande du patient, mais il y a la demande de l'institution. Et il y a une exigence de l'institution qui est guidée par le discours social. Il y a une exigence qui pèse sur la clinique, qui est un discours. Il ne faut pas que les traitements se poursuivent au-delà des temps de temps, que les séances durent tant de temps. Donc il y a toute une série de conditions, même s'ils ne sont pas explicites, mais qui pèsent sur celui qui reçoit un patient, et il doit naviguer en tenant compte de ça. Alors maintenant, toute la question, c'est comment faire en sorte que finalement le maître trouve son compte. Il faut que le maître trouve son compte aussi, parce que sinon on se met dans une position de contestation du maître,
Et c'est à quoi ça aboutit, c'est qu'on ne peut plus travailler. Finalement, c'est le maître institutionnel qui va avoir raison. Donc comment le maître puisse trouve son compte et en même temps, tout en restant dans une éthique qui permet de soutenir un discours différent que celui du discours du maître. Donc finalement, c'est là où on navigue. On navigue entre les deux. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au cas qu'on a présenté ce matin de Malo, puisque j'étais moi en pédiatrie, donc, et quand on a trouvé la solution, enfin, quand il a trouvé cette solution métonymique là, de remanger, mais sans mettre la chose dans sa bouche, quoi, la brosse à dents donc, de Mario Bros, c'était, en fait, il a fallu que moi je bataille, mais d'une façon très complexe, parce que c'est l'orthophoniste qui a trouvé cette solution. Mais en fait, comme il était là tous les jours avec les aides-soignants, les infirmiers pouvaient comprendre, parce qu'on avait beaucoup plus de réunions d'équipe, mais c'est les aides-soignants qui passent leur temps à refaire les lits, aller d'une chambre à l'autre. Il a fallu que je leur explique que c'était d'importance de pouvoir aider cet enfant régulièrement à manger sa compote, à mettre la brosse à dents dans la compote et se la mettre autour de la bouche. Donc c'était un vrai travail de fond. J'essayais de ne pas être dans la position de maître, parce que moi, je vous l'ai raconté ce matin, j'avais une position très très compliquée quand même. J'étais un peu à tous les étages de la situation. Et donc un jour, je leur ai expliqué ce que c'était une métonymie. Et il y avait beaucoup de monde, j'en ai profité. Je dis voilà, je vais vous expliquer ce qu'il fait là, cet enfant. Et parce que j'ai compris, nous, avec le médecin avec qui on travaille, et j'ai réintroduit le docteur Bechrouri qui était là à toutes les réunions hebdomadaires. Donc je me suis servie du médecin et des autres avec l'aval des médecins pour que les aides-soignantes consentent à jouer ce jeu-là. Ça aussi, c'était important. Oui, c'est ça. C'est comment aller contre les habitudes, parce qu'il y a une idée qui s'effondre, ceux qui sont en position des soignants, qui est de savoir ce qui est le mieux pour quelqu'un. Et finalement, ce que nous enseigne la psychanalyse, c'est que c'est très difficile de se soutenir dans une position de non-savoir. Mais la position de non-savoir, ce n'est pas la même chose que soutenir à tout prix l'ignorance. C'est que c'est une condition pour produire quelque chose. C'est comment créer les conditions pour que quelqu'un puisse inventer sa propre solution, sans que la solution lui vienne de l'extérieur. Parce qu'on peut trouver des solutions de l'extérieur, mais elles vont être des solutions mécaniques qui peuvent durer un certain temps. Plus intéressant, c'est créer les conditions pour que quelqu'un attrape qu'est-ce qui lui convient le mieux. C'est une trouvaille, oui. Et c'est ça. Pour remercier de ces détails cliniques sur la Oui, juste un petit mot pour conclure cette journée. Je vais commencer par des remerciements encore. D'abord, on vous remercie à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui, participer à cette journée. Bien sûr, on vous remercie à vous, Lou Siskovic, d'avoir accepté de venir, pour vos éclairages, votre engagement. On remercie aussi tous ceux et celles qui sont intervenus ce matin. On remercie bien sûr l'hôpital de nous avoir accueillis et à ceux qui ont permis que cette journée puisse se faire. Et enfin, alors oui, un grand merci aussi pour l'association du CHAC qui nous a aidés financièrement en complément du pôle de l'EPFCL, de l'école. Et enfin, je voulais aussi remercier chaque membre de notre groupe de coordination pour son investissement dans l'organisation.
Et si, voilà, on voulait quand même rajouter une dernière chose très importante, c'est que grâce à chacun, finalement, ce fut une journée très très riche et que nous espérions à l'avenir pouvoir continuer à faire exister des rencontres entre la psychanalyse et la psychiatrie. Et nous pensions que l'émulation en fait, qu'on a vue aujourd'hui est certainement le signe d'un désir commun de travail et que nous avions à cœur de soutenir ça en continuant à organiser des journées comme celle-là. Voilà.